Bonjour à tous ceux qui nous suivent à distance. Nous sommes maintenant à 8 semaines après le premier cas Covid-19 diagnostiqué en Suisse et à 5 semaines, nous entrons dans la 6e semaine de confinement. Nous allons aujourd'hui avoir un colloque très intéressant ciblé sur le déconfinement, la notion de guérison, l'aspect suivi respiratoire post-complications respiratoires et finalement les complications neurologiques. Avant tout ça, j'aimerais vous donner un petit message sur cet aspect de distanciation, difficile à dire, sociale, ce fameux social distancing. Et vous voyez ici une image que j'ai tirée d'une série bien connue et on était habitué à manger comme ça dans différentes cafétérias. Alors c'est quelque chose qui n'est malheureusement plus possible et heureusement impossible pour effectivement contrôler la dissémination du virus. Je me permets de le rappeler parce qu'on a tendance à baisser la garde quand on va manger, quand on va boire un café, et c'est là qu'on prend des risques, nous, professionnels de la santé, mais tout le monde aussi dans la population. Et Didier Jevaux, qui est le directeur du département d'exploitation, a même observé des gens qui étaient assis les uns sur les autres. M'a-t-il dit, je ne l'ai pas vu, mais bon, en tout cas, c'est des choses qu'il faut éviter à tout prix. Avant que les brigades sanitaires ne viennent chez nous au 10e, ce que je ne souhaite pas du tout. Mais ce problème de distanciation sociale, est-ce que ce n'est pas aussi une forme de dérive vers une attitude un peu antisociale? Et je ne sais pas vous, mais moi, quand je me promène, quand je vais parfois faire un footing aux heures matinales, on croise des gens dont on peut lire dans le regard soit une angoisse, une crainte, une peur, soit peut-être une forme de honte en se disant « est-ce que je ne vais pas être mal perçu avec mon masque ?» Donc on est un peu mal à l'aise. Et vous voyez cette belle image tirée du New Yorker qui relate un petit peu cette ambiance avec les gants, le masque et l'isolement. Donc il faut à tout prix essayer de lutter contre ce côté potentiellement antisocial, déshumanisant, en travaillant sur l'accroche du regard, quelque chose d'essentiel, travailler sur notre langage non verbal, mais aussi verbal, quand nous sommes derrière nos masques, pour essayer de rassurer, garder le contact. Et bien sûr, il y a les médias sociaux qui nous permettent des contacts sans risque. Alors si on veut se projeter dans la suite, on va avoir des topos très intéressants et je tiens à dire qu'ils sont basés sur une analyse très rigoureuse de la littérature mais qui sont en aucun cas des guidelines ancrés dans le marbre et qui doivent être universels. C'est ce que nous avons essayé de faire et je remercie beaucoup la cellule de recommandation, le groupe des recommandations qui a fait tout ce travail pour nous aider aux hôpitaux universitaires de Genève pour essayer de gérer au mieux cette phase de déconfinement avec des flux différents en diminuant au maximum le risque pour tous les patients et pour les professionnels de santé que nous sommes. Si on se projette et qu'on regarde un petit peu la littérature, on trouve très rapidement d'excellents articles, en voici un, et qui essaie de se projeter jusqu'où on va aller. Alors, est-ce que ces données, cette analyse est bonne? Je ne vais pas entrer là-dedans, mais voilà ce qu'on peut voir. C'est que s'il n'y a pas d'autres interventions, par autre intervention on entend vaccins, médicaments, eh bien, il faut avoir cette distanciation sociale, probablement jusqu'en 2022, c'est peut-être excessif, c'est peut-être pas assez, on ne sait pas. Et en tout cas, ce qui nous permettra de mesurer l'effet de cette distanciation sociale, c'est clairement si notre système de santé est saturé ou pas. Et c'est pour ça que c'est important et c'est un moyen indispensable de contrôle de cette infection. Finalement, pour les médecins, c'est un rappel de Remède, cette association qui permet d'apporter un soutien et que je vous laisse lire, et les diapositives seront à disposition. Vous voyez qu'ils ont élargi leur offre. Quand on est en situation de difficulté, tant physique que psychique, et ça peut arriver, on peut joindre Remède 24 heures sur 24, et je vous laisse prendre connaissance ici des coordonnées, y compris du numéro de téléphone. Je termine avec une petite diapositive, parce que les médias sociaux, on partage beaucoup de choses, ça nous détend un petit peu. Et voici ce que j'ai trouvé sur le groupe WhatsApp du Moto HUG, dont je fais partie, Club Moto HUG. C'est Team HUG Moto, en fait. Vous voyez, je vous laisse lire. Alors, on est un petit peu dans cette situation où qu'est-ce qu'on fait? Des sérologies, pas de sérologie, comment on est guéri, comment on n'est pas guéri. Et je vous laisse lire, c'est assez complexe et c'est pas totalement dénué de sens ce qu'on lit là. Et finalement, comment est-ce qu'on va s'en sortir pour comprendre tout ça? Alors, c'est l'objet des présentations qu'on va avoir et je donne tout de suite la parole à Frédéric Jacqueriot pour nous faire un point de situation épidémiologique et je mets en place les diapositives. Bonjour à tous. Alors, pour ce qui est de la pandémie au niveau mondial, on est à 2 500 000 cas. Juste pour rappel, depuis le début, en Suisse, il y aurait eu 40 millions de malaria dans le monde, donc toujours rester avec les échelles de magnitude pour cette maladie, mais elle nous frappe tellement rapidement qu'évidemment, on s'attache à ces chiffres et aussi en termes de morbidité pour nos systèmes de santé et en fait aussi parce que c'est une maladie nouvelle. Vous voyez qu'il y a seulement 26% de cas guéris dans le monde, donc toujours une pandémie très active.
Et vous voyez aussi, en termes d'augmentation exponentielle, on a passé de 0 à 1 million de cas en 109 jours et de 1 million à 2 millions en 13 jours. Donc une pandémie toujours bien actuelle dans certains parties du monde. Moins en Europe, on voit qu'il y a quand même un ralentissement dans tous les pays, plus importante aux États-Unis, et bien sûr toujours le point d'interrogation dans les autres pays. Vous voyez ici que les pays avec une augmentation la plus rapide des cas, mais aussi des décès, c'est en Afrique. C'est pas beaucoup de cas. Mais clairement, il y a quelque chose qui est en train de se passer de manière assez silencieuse. D'une part, probablement parce qu'ils dépistent peu, ils ont peu les moyens. Peut-être aussi qu'on ne verra pas les explosions qu'on a vues au nord, peut-être que le climat va les aider. En tout cas, il y a beaucoup de points d'interrogation et certainement un œil à avoir sur ce continent, vu que c'est un défi mondial et pas seulement du nord. En Suisse, on approche les 28 000 cas. Il y a toujours un délai entre ceux qui sont confirmés sur le site officiel de Johns Hopkins et puis à l'OFSP. Vous voyez presque 1500 décès. Là, la différence avec la pandémie mondiale, vous voyez qu'il y a 66% de cas guéris. Donc, on a certainement plus de cas maintenant hospitalisés qui sont en fin de maladie que de cas qui arrivent avec un début d'infection dans les hôpitaux. On voit aussi ça sur le tableau d'en bas où vous voyez très, très bien sur une moyenne tous les jours, en fait, la diminution du nombre de cas. Il y a toujours cette variation, en fait, hebdomadaire, avec toujours moins de cas dépistés et aussi qui arrivent à l'hôpital en fin de semaine. En termes de tests par cas confirmés, vous voyez qu'en Suisse, on a fait 8 tests pour un cas confirmé, donc on n'est pas au sommet de la liste, en comparaison avec la Corée qui a fait 52 cas pour chaque cas confirmé, mais on est certainement un des pays où il y a le plus de cas par nombre d'habitants. À Genève, vous voyez ici la courbe des tests, donc on voit clairement un pourcentage de positifs qui diminue, mais de nouveau, ça les derniers jours c'était sur le week-end, donc il y a aussi cette cadence en fait hebdomadaire où il y a toujours moins de gens qui viennent se faire dépister le week-end. Donc il faut voir un petit peu cette semaine, parce que c'est aussi cette semaine qu'on va voir qu'est-ce qui s'est passé vraiment durant le week-end de Pâques, avec justement des gens peut-être qui se sont infectés, qui sont maintenant en train de développer des symptômes. Donc à regarder au cours de la semaine. Mais on voit clairement aussi une diminution dans le dépistage. Pour l'hôpital, nous sommes à 321 cas, donc il y a eu une diminution à peu près d'une centaine en l'espace de 2 semaines, une diminution lente, mais ça, bien sûr, c'est simplement que certaines personnes sont restées longtemps hospitalisées, peut-être plus longtemps qu'à d'autres moments de l'épidémie. Mais ce qu'on voit en jaune, surtout, c'est que, clairement, si on fait des moyennes de 3 jours, une diminution du nombre d'admissions qui est assez constante. Maintenant, je vais faire un exercice un peu périlleux de comparer quelques pays, mais je pense que c'est intéressant dans cette phase de déconfinement. Vous voyez ici en Suisse les mesures qui ont été prises à différents moments. Et sur la droite, c'est un graphique logarithmique, donc ça permet en fait de comparer le taux de croissance et ça concerne les nouveaux cas par jour. Donc vous voyez, ça commence toujours lorsque le pays avait à peu près 30 nouveaux cas par jour. Et vous voyez ensuite, c'est monté, on a atteint le maximum autour des 1000 cas par jour en Suisse, et c'était juste à ce moment-là qu'on a mis les mesures les plus strictes, en particulier la fermeture des services non essentiels, la fermeture des commerces, des business, le confinement à domicile qui était recommandé mais pas obligatoire, et l'interdiction des rassemblements en dessus de 5 personnes. Donc vous voyez clairement que c'est à ce moment-là, dans les 2 semaines qui ont suivi, qu'il y a eu finalement une sorte de ralentissement du taux de croissance. Si on regarde 2 autres pays qui sont assez similaires, la Suisse, 8 millions d'habitants, la Suède, 10 et Singapour, 6, avec bien sûr une densité par kilomètre carré complètement différente, puisque 10 fois moins en Suède et 40 fois plus à Singapour, puisque le territoire, bien sûr, est différent, mais quand même des pays qui peut-être sont assez proches pour certains aspects aussi culturels. Donc vous voyez la courbe de la Suisse que je vous ai montrée avant, et vous voyez la Suède en dessous, avec le 18 mars, la fermeture des écoles. Donc en Suède, ils ont choisi d'interdire les grands rassemblements, de vraiment renforcer la distance sociale. Alors peut-être que comme c'est le pays où il y a le moins de densité, c'est peut-être plus facile. Et puis aussi, c'est aussi culturel certainement. Et ils ont quand même fermé les écoles le 18 mars. Mais vous voyez qu'il n'y a jamais eu vraiment une
grande explosion, bien que ça continue quand même un petit peu à monter. Il y a peut-être maintenant un ralentissement, donc il faut voir comment ça va évoluer, mais ils ne sont pas au sommet de la cloche. Vous voyez, chez nous, on peut dire quand même qu'on a une cloche avec clairement une redescente maintenant. Pour Singapour, eux, ils ont vraiment misé sur une surveillance active, donc vraiment identification, isolation des cas, quarantaine et suivi des contacts. Comme c'est en fait un endroit assez simple à contrôler l'entrée des voyageurs, ils ont vraiment mis en quarantaine, isolé tous les gens avec symptômes qui arrivaient, en particulier de Chine, mais après d'autres régions endémiques. Mais ils ont finalement, en fait, vous voyez, le 3 avril, ils ont vu une augmentation du taux de croissance des nouveaux cas et ils ont dû réagir et mettre en place des mesures beaucoup plus strictes de confinement. D'abord un confinement à domicile recommandé, puis après des confinements beaucoup plus stricts avec aussi fermeture des écoles et port du masque. Mais pour l'instant, ils ne voient pas vraiment un effet. Ils sont vraiment en phase quand même, un taux de croissance assez rapide. Si maintenant on s'intéresse à des pays qui sont un petit peu plus en avance que nous, toujours en tenant compte que ça se base sur des cas déclarés, donc le bon et le mauvais de nous montrer quelque chose, mais en même temps savoir si on peut vraiment s'y fier. Mais en fait, ça illustre le point que j'aimerais faire. Et si vous voyez la Corée avec la belle cloche, et puis après un aplatissement pendant à peu près 2 semaines, donc là probablement ils ont intervenu de manière massive sur des gros clusters qu'ils avaient, avec eux aussi un système de surveillance, isolation, dépistage, quarantaine extrêmement massif. Aussi, la communication a été très importante. Ils ont vraiment communiqué et la population a suivi. Elle a vraiment compris et suivi les mesures. L'isolement se faisait en hôtel, donc pas à la maison. Ça, c'est peut-être la différence avec d'autres pays. Et puis, vous voyez que ça a très, très bien fonctionné. Puis après, il y a eu plusieurs petits foyers un peu partout dans le pays, quand même des gens qui n'ont pas réussi à attraper, identifier assez tôt. Et puis, c'est probablement la raison de ce plateau. Et puis après, de nouveau, les mêmes efforts. Et vous voyez qu'ils sont en descente. La Chine... Par contre, donc vous voyez que la Chine, elle a eu, à partir du moment où elle a relâché certaines mesures, eu beaucoup plus de mouvements de personnes avec une augmentation des cas. Donc c'est de nouveau une échelle logarithmique. Donc vous voyez qu'ils ont remonté à peu près 100 cas par jour. Et ça, c'est peut-être des cas importés ou une transmission dans le pays. Donc pour l'instant, la Chine, c'est assez incertain. Mon point là, c'est pour vous dire que c'est pas parce qu'on a passé un peu le sommet qu'on va nécessairement descendre, ça peut remonter. Et j'aimerais reprendre la formule de Alain Berset, aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire. Donc, il y a des choses qu'il faut absolument maintenant prendre en compte dans le déconfinement, mais il ne faut pas le faire de manière trop précipitée. Et peut-être c'est cette image qui est la plus importante à se rappeler, c'est que oui, la courbe, elle est en train de s'aplatir, mais d'arrêter la distance sociale, ce serait comme de lâcher le parachute en pleine descente, parce qu'on pense que ça suffit pour ralentir la chute. Donc voilà, ça c'est le message que j'aimerais faire passer, mais qui fait écho à ce qu'a dit Jean-Luc Rény. Merci. Merci beaucoup Frédéric. On n'a pas encore de questions. On va passer directement la parole à Manuel Schibler pour embrayer sur ce que vous avez annoncé, donc ces aspects de guérison, non-contagion. C'est juste, Manuel ? C'est juste. Donc c'est un sujet très délicat et à nouveau, je répète, c'est le fruit d'une analyse de la littérature, d'une réflexion. C'est en aucun cas une recommandation, ni pour le canton, ni pour le pays, ni pour le monde, mais c'est l'état des lieux pour la direction qu'on prend au HUG. Merci beaucoup, Manuel. Merci Jean-Luc. J'aimerais commencer par remercier les collègues qui ont aidé à l'élaboration de cette présentation. Frédéric Jacqueriot, Marie-Céline Zanella et Thomas Agoritsas, j'ai dû faire une petite faute de frappe, mais c'est vrai que c'est probablement le meilleur designer d'algorithmes des HUG. Alors, de quoi on parle quand on parle de transmission ou de contagiosité? Je vous ai cité un peu les ingrédients nécessaires et vous verrez que beaucoup d'inconnus demeurent à ce sujet. Il faut donc une émission de particules virales infectieuses en quantité suffisante pour pouvoir infecter autrui. Alors l'émission, on part du principe que c'est les symptômes, typiquement la toux, l'éternuement. On commence à penser que peut-être que la parole, si on se parle à moins de 1 mètre, ça suffit
pour la transmission. Mais beaucoup de points d'interrogation subsistent. Particules virales infectieuses, c'est quelque chose qu'on a de la peine à mesurer avec précision. On a à disposition surtout la PCR qui va détecter le génome viral. La culture virale se fait que dans un nombre très limité de laboratoires et ça ne représente pas une sensibilité parfaite, c'est-à-dire qu'une culture négative ne signifie pas forcément qu'il n'y a pas de virus infectieux dans l'échantillon. D'un autre côté, avec la PCR, on va détecter chaque molécule d'ARN. On sait que dans un tissu infecté, il y a beaucoup plus d'ARN que de particules virales infectieuses, donc on va surestimer la quantité de virus réellement infectieux. Quantité suffisante, là non plus on ne connaît pas l'inoculum infectieux minimal pour infecter une personne. Donc beaucoup de gestion d'incertitude encore avec ce virus. Je vous ai mis ici un modèle très simplifié de la pathogénèse qui est valable de manière générale pour les infections virales aiguës. En tout cas, c'est comme ça qu'on le comprend. On a donc une multiplication du virus dans l'organisme. Cette courbe verte, ça représente la quantité réelle de virus infectieux. C'est justement ce qu'on ne peut pas, de nos jours, mesurer avec précision. En réaction à cette multiplication, le système immunitaire inné se met en marche. On a une réponse immune et c'est en général cette réponse immune qui est à l'origine des symptômes. Cette réaction immune, une fois qu'elle réussit à contrôler et à éliminer le virus infectieux, elle se calme et c'est en général là que les symptômes s'amenuisent et finissent par disparaître. Maintenant, je vous ai mis ici, tout ceci c'est imagé, je vous ai mis ici ce qu'on mesurerait en termes de quantité d'ARN. Donc encore une fois, on a beaucoup plus de molécules d'ARN que de particules virales infectieuses. Et donc, on imagine assez facilement qu'à la fin des symptômes, on va encore pouvoir détecter des petites quantités de cet ARN qui peut se trouver encore dans des cellules infectées qui sont en train de disparaître par les macrophages ou de virus non complexés par des anticorps, par exemple. Je vous rappelle brièvement, je sais qu'on n'a pas le temps de faire un cours détaillé de la PCR en temps réel, mais c'est quand même important d'avoir une idée de ce que représentent ces valeurs CT qui sont la manière de quantifier de manière semi-quantitative le virus dans les échantillons. Donc, comme une PCR, vous vous rappelez qu'il y a une amorce forward, une amorce reverse, et qu'à chaque cycle de PCR, théoriquement, si la cible est présente dans l'échantillon, la quantité d'ADN va doubler à chaque cycle. Donc, pour les virus à ARN, il faut encore faire une reverse transcription qui va permettre de copier l'ARN viral en ADN complémentaire. Pour la PCR en temps réel, on ajoute un ingrédient qui va faire qu'à chaque réaction va être émise de la fluorescence qui va être proportionnelle. Le signal de fluorescence est proportionnel à la quantité d'ADN qui est en train d'être multipliée. Et ici, on a le bruit de fond et au bout d'un certain nombre de cycles, cette fluorescence va pouvoir être suffisante pour être lue par l'automate et enfin franchir un seuil qu'on appelle valeur CT. Donc c'est le cycle d'amplification, ici c'est marqué Q mais on parle de CT, cycle auquel cette fluorescence seuil est franchie. Et c'est ça qu'on regarde. Maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est que plus il y a d'ARN dans l'échantillon initial, moins le nombre de cycles pour obtenir cette fluorescence va être nécessaire. Au contraire, si on a besoin de faire 37 cycles de réaction pour obtenir la même fluorescence, on aurait donc ici une courbe décalée vers la droite, eh bien ça signifie qu'à la base, on était en présence d'une faible quantité d'ARN. Il y a de plus en plus d'études qui surviennent, qui mesurent ces valeurs CT dans les patients, dans différents compartiments et de manière différente. Je ne peux pas toutes vous les citer, je vous en montre peut-être 4 rapidement, de manière un peu snapshot comme ça. Ici, c'est une des premières études de ce type, donc la publication date de février, c'est une étude chinoise qui a d'un côté regardé l'évolution de cette charge virale mesurée par PCR en temps réel chez 2 patients, le patient 1, patient 2, et ensuite chez un collectif de 82 patients. Donc chez ces 2 patients, donc en bleu, on voit dans les expectorations, en rouge dans un frottis de gorge. Ici, ces valeurs CT ont été corrélées à un nombre de copies d'ARN par millilitre. Voilà, tout ceci pour illustrer
que chez ces 2 patients, le pic est atteint autour des jours 5 et 6 après le début des symptômes. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir avec d'autres virus respiratoires comme la grippe, par exemple. Ici, si on regarde ces 80 patients, il faut surtout regarder les barres épaisses ici. On a aussi un pic autour des jours 7 et 8, mais enfin, ce qu'on voit, c'est qu'après, ça diminue. Ici, on voit aussi la charge virale en fonction du jour après les symptômes, avec une corrélation entre le frottis de gorge et les expectorations. Peu importe, ce qu'on voit, c'est que les points jaunes, à part un cas particulier, il s'agissait d'un décès qui avait une charge très élevée, probablement au niveau des poumons lors de son décès, mais sinon, on voit une charge virale plutôt faible, plus le nombre de jours s'écoule après le début des symptômes. Ça, c'est une petite étude qui ne comporte que 9 patients. Et là aussi, mesure de la quantité d'ARN par différents frottis supérieurs. On voit qu'après 2 semaines, la quantité est clairement diminuée. Donc, log 3, ça veut dire 1000 copies par millilitre. C'est quelque chose qui est relativement faible. Et au-delà de 20 jours, on ne détecte plus d'ARN chez ces 9 patients. Encore une autre étude. Ici, on voit à peu près la même chose. On a le nombre de jours, les valeurs CT ici. À partir de 2 semaines, tout ça, c'est probablement des résidus d'ARN. On voit ici les valeurs CT, c'est des CT autour de 35. C'est vraiment quelque chose qu'on considère comme étant très faible. Tous ces patients-là, on ne connaît pas très bien leurs symptômes. La plupart, c'est des patients hospitalisés, mais on ne connaît pas très bien la sévérité de leur tableau clinique. Ce qu'on voit apparaître maintenant, c'est que le passage aux soins intensifs avec une maladie pulmonaire très active et prolongée, c'est un facteur de risque pour une excrétion, en tout cas une détection d'ARN viral plus prolongée. On voit ici des patients ne requérant pas de ventilation invasive et ici en rouge des patients qui nécessitent la ventilation invasive. On voit que cette détection d'ARN viral se prolonge bien au-delà même de 3 semaines. Encore une fois, il s'agit de détection d'ARN, non pas de virus infectieux forcément. Donc tous ces concepts, à la fois cliniques et cette détection d'ARN, ont mené à l'élaboration de nos recommandations au sein des HUG, qui sont rapidement les suivantes. On s'est tout d'abord basé sur les propositions de l'OFSP, qui déclare que si on a au minimum 10 jours de symptômes, dont à la fin des symptômes 48 heures au moins sans symptômes, on est déclaré comme guéri et comme non contagieux, et donc on ne nécessite plus un isolement. En milieu hospitalier, ce cas de figure est plutôt une exception et les symptômes ont tendance à se prolonger au-delà de 10 jours. C'est pour ça qu'au-delà de 10 jours, simplement, on laisse les symptômes disparaître et on rajoute 48 heures sans symptômes avant de déclarer un patient guéri. Parfois, ce n'est pas si simple. Il peut persister certains symptômes, comme de la fièvre et typiquement également une toux sèche, un peu irritative, qui rend difficile la déclaration de résolution des symptômes. Ces cas-là, on les évalue au cas par cas. On s'aide souvent d'un deuxième test, un deuxième frottis naso ou oropharyngé pour quand même se faire une idée de l'ARN viral mesuré dans cet échantillon de contrôle. Et ce qu'on estime sur la base de ces quelques papiers qu'on a vus qui évaluent la charge virale en fonction du nombre de jours de symptômes, c'est qu'au-delà de 21 jours, on estime qu'une évolution standard de Covid-19 fait qu'après 21 jours, on peut raisonnablement dire qu'il ne subsiste plus de virus infectieux chez ces patients, avec un petit astérisque ici qui fait rendre attentif à diverses populations, surtout les patients très sévèrement atteints, donc qui nécessitent ce séjour prolongé aux soins intensifs, chez lesquels on commence à découvrir qu'ils ont une production virale plus prolongée, et évidemment les patients fortement immunosupprimés. C'est quelque chose qui ne sort pas encore dans la littérature, mais ça ne saurait tarder. Là, c'est clair que par analogie à d'autres virus respiratoires, on sait que ces patients peuvent excréter du virus infectieux de manière plus prolongée. Je vais peut-être m'arrêter
ici. Donc, ces critères de guérison n'ont pas besoin d'être remplis pour renvoyer un patient à domicile où l'isolement peut se poursuivre jusqu'à guérison totale, ni dans une autre unité hospitalière qui accueille des patients Covid positifs. Par contre, elle est nécessaire, ces critères sont nécessaires pour le transfert vers une unité hospitalière aiguë non Covid, une unité de réadaptation non Covid ou un transfert en EMS pour évidemment éviter les foyers secondaires. On vous met ici encore les liens intra et internet vers les recommandations de manière globale et vers ces critères de guérison, levée d'isolement en particulier. On va maintenant avoir Dan Adler qui va nous parler je vais prendre le titre exact pour ne pas dire de bêtises, support respiratoire. Voilà, support respiratoire. Et pour tous ces médicaments immunosuppresseurs, faites très attention de ne pas forcément les arrêter en prévention ou ce qu'on pense être une prévention pour diminuer le risque, car ils peuvent être très utiles pour la maladie qu'on traite. Donc c'est vraiment une discussion au cas par cas. Il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Merci beaucoup, Dan. Merci pour l'invitation. J'ai donc 7 minutes pour essayer de vous parler de ce qui se passe un petit peu avant les soins intensifs et après les soins intensifs, donc des supports respiratoires non invasifs, effectivement, qui s'appliquent en dehors de situations de soins intensifs. Une situation assez simple pour ce qu'on va définir comme le step-up, c'est-à-dire le patient est en train de se dégrader dans les étages conventionnels aux soins intermédiaires, et puis une situation plus complexe et plus multidisciplinaire pour un patient qui a survécu à une ventilation mécanique aux soins intensifs. Donc j'ai préparé cette présentation très simplement en deux. Les unités de step-up où le patient augmente gentiment ses besoins en oxygène, en 3 diapositives. L'origine, le doute qui est apparu il y a quelques semaines et l'expérience de la prise en charge non invasive à Genève. Et puis les unités de step-down où on va définir le protocole de sevrage de ventilation mécanique, le travail multidisciplinaire et un petit peu notre expérience au HUG. À l'origine, donc il y a 6 semaines ou 8 semaines, on a défini cette pneumonie virale. On a commencé à la connaître, à partager l'expérience des Italiens. On a dit que cette pneumonie pouvait évoluer très vite vers une situation d'ARDS. Et puis un ARDS, c'est un patient qui a des besoins d'oxygène qui sont très importants. Et puis le traitement de référence, c'est de la ventilation mécanique après une intubation orotrachéale et une ventilation qui est dite protective avec 6 ml/kg. Et donc le dogme était une fois que les besoins en oxygène augmentent pour ces patients, ils doivent être accueillis aux soins intensifs, intubés. Ça protégerait aussi de la dissémination des particules virales par l'intubation. Et puis ventilés mécaniquement avec une ventilation protectrice, puis mettre les patients sur le ventre, puis éventuellement faire la curarisation et puis même de l'ECMO. Et donc ça, c'était un petit peu la proposition qui a été faite par les sociétés savantes et suivie par tout le monde. Quelques semaines après cette expérience, on commence à se poser des questions dans une presse scientifique et moins scientifique. Est-ce que l'intubation fait plus de mal que de bien? Est-ce que les ventilateurs finalement ne marchent pas? Ou est-ce qu'on aurait fait différemment si on avait cette expérience de 4 à 6 semaines? Est-ce qu'on aurait intubé moins de patients? Est-ce qu'on aurait pris en charge de manière différente avec de la ventilation non invasive ou des techniques moins invasives que celles appliquées aux soins intensifs? Et en fait, ce n'est pas que les ventilateurs ne marchent pas. On a été impliqué assez vite ici dans une réflexion sur comment sélectionner les patients qui pourraient bénéficier au mieux de soins intensifs et comment sélectionner des patients qui peut-être seraient mieux pris en charge dans des unités conventionnelles ou dans des soins intermédiaires. Et puis très vite, on s'est rendu compte qu'il y a des patients qui peuvent répondre tout simplement à un CPAP, donc une pression positive, c'est un appareil très très simple, et puis il y a de l'oxygène. Et puis ces patients, finalement, on peut baisser leurs besoins en oxygène de manière très très importante avec l'application d'un CPAP, un petit masque, une pression positive. C'est les masques que les gens utilisent pour dormir en fait à la maison quand ils ont des apnées du sommeil. On a eu un petit premier pilote avec 30 patients. On a vu que ces patients avaient des besoins en oxygène qui étaient très très largement diminués sous CPAP. Et puis on a caractérisé ces patients. Aucun d'entre eux qui étaient répondeurs n'était en détresse respiratoire. Ils se comportaient en fait en étant tout à fait bien, ce qui a été caractérisé dans la presse ensuite par hypoxemia. Donc c'est des gens qui cliniquement vont bien. Et ça a permis d'écrire, disons, le protocole qu'on applique ici dans l'institution. Quand les besoins en oxygène sont faibles, les patients vont avoir de l'oxygène aux lunettes.
Ils peuvent augmenter ces besoins d'oxygène. Ils sont pris en charge avec une oxygénothérapie au masque, toujours dans des unités conventionnelles. Si les besoins en oxygène augmentent au-delà de 50% de FiO2, ils doivent être admis dans une unité de soins intermédiaires. Et ça, on peut le faire pour faire de l'oxygénothérapie à haut débit, humidifié, ou du CPAP. Et puis, on exige que ces patients soient confortables sur le plan clinique, c'est-à-dire qu'ils ne montrent aucun signe de détresse respiratoire. On a trouvé que c'est le meilleur marqueur pour faire du tri de ces patients. Au-delà de FiO2 0,8, au-delà de 80% d'oxygénation, de besoin d'oxygène, ces patients doivent être admis aux soins intensifs. On a fait une recommandation contre l'utilisation de ventilation non invasive aux soins intermédiaires, parce qu'on sait que ça peut en fait aggraver le pronostic des ARDS, parce qu'on ne contrôle plus du tout les volumes qu'on va insuffler dans ce poumon, et on peut aggraver l'inflammation et aggraver le pronostic de ces patients. L'expérience genevoise au niveau de ces step-up units, donc quand le patient se dégrade, sur les 60 premiers patients avec une pneumonie Covid aux soins intermédiaires, l'âge moyen était de 62 ans, 32% de femmes. Vous voyez que c'est des patients extrêmement graves avec des FiO2 à 60% et des rapports PaO2 sur FiO2 à 17 kPa. Donc ils répondent à la définition d'ARDS modéré à sévère. Ils sont tachypnéiques. Et puis les patients étaient hautement sélectionnés sur la base d'une absence de signes de détresse respiratoire, même s'ils étaient profondément hypoxémiques. On a eu un retour dans les unités conventionnelles de près de 70% de patients vivants, et puis 30% des patients ont poursuivi leur dégradation clinique pour être admis aux soins intensifs pour une intubation orotrachéale. Une fois qu'on survit aux soins intensifs, on va être retransféré dans ces unités de soins intermédiaires pour faire un step down, c'est-à-dire un sevrage de la ventilation mécanique et de la trachéotomie. Je ne vais pas détailler ici la méthode qu'on applique pour essayer de déconnecter les patients du ventilateur et puis de les sevrer de la trachéotomie, mais il y a une phase qui est très pneumologique. On va faire progressivement une diminution de la ventilation mécanique pour que le patient puisse retrouver une respiration spontanée, et puis un programme multidisciplinaire de décannulation. Le sevrage de la ventilation mécanique, on doit d'abord optimiser le statut cardio-respiratoire, la volémie, les infections, et puis finalement c'est ça, le travail respiratoire qui est totalement assumé par le ventilateur doit diminuer et le patient doit commencer à respirer spontanément. Vous voyez ici un patient qui est trachéotomisé et encore relié à sa machine, et un patient ici qui a encore une trachéotomie mais qui cette fois-ci est bouché et le patient respire totalement spontanément. Le sevrage de la canule va dépendre de plusieurs facteurs, l'état de conscience, on doit optimiser la toux, le nombre d'aspirations, on doit commencer à dégonfler le ballonnet et faire de la valve phonatoire pour que le patient puisse se reconnecter et parler avec son environnement pour que ça participe à la rééducation du larynx. On va changer les sondes nasogastriques pour des plus petites calibres, rééducation de la déglutition, et on va changer la taille de la canule, également pour des plus petits calibres, pour que le patient puisse respirer spontanément et que ça participe à sa rééducation du larynx. Vous voyez ici un exemple, un patient qui a été intubé pendant 11 jours avec un échec d'extubation, il va être trachéotomisé aux soins intensifs. La trachéotomie permet d'arrêter la sédation, le patient va remonter dans une unité de soins intermédiaires, faire de la valve phonatoire, et puis finalement il va finir par être décanulé. Ce programme de sevrage de la ventilation mécanique et de sevrage de la canule ne sont pas des actes isolés, ils surviennent dans un programme de réhabilitation multidisciplinaire post-ICU avec une évaluation nutritionnelle, physiothérapeutique, psychiatrique. On va évaluer l'anxiété, la dépression, le PTSD, une évaluation neurologique, une recherche de lit d'aval, peut-être en neurorééducation et la préparation du retour à domicile. L'activité, en un mois, on a eu une activité qui représente peut-être 1 à 2 années de notre activité habituelle en sevrage de trachéotomie. Il y a encore 8 patients trachéotomisés aux soins intensifs, 14 patients sont sortis. La trachéotomie a lieu en général à 17 jours de ventilation mécanique. Et puis sur les 14 patients qui sont sortis des soins intensifs, 6 ont été sevrés de la trachéotomie environ 15 jours après la sortie des soins intensifs. Donc, en conclusion, pour les unités step-up, il semble y avoir une alternative à la ventilation mécanique invasive pour certains patients, même s'ils ont des hypoxémies graves, mais ces patients doivent être choisis, doivent être sélectionnés pour avoir du CPAP et puis de l'oxygène à haut débit avec suffisamment de sécurité aux soins intermédiaires. Et les meilleurs critères de sélection sont la réponse au CPAP et l'absence de détresse respiratoire.
Pour le step-down, on a un protocole de sevrage de ventilation mécanique et de trachéotomie qui permet d'accélérer la procédure pour une majorité de patients les plus simples. Par contre, pour les patients les plus complexes, on a besoin vraiment d'une prise en charge multidisciplinaire et le succès du retour à domicile dépendra de cette prise en charge multidisciplinaire. On va donner tout de suite la parole pour la dernière présentation à 2 médecins qui vont vous présenter des données très intéressantes sur les complications neurologiques, la doctoresse Diemlan Vu et le docteur Matteo Cohen. Merci beaucoup Diemlan pour commencer. Voilà, bonjour. En préambule à cette présentation, je vais vous donner les évidences qu'il existe sur les complications neurologiques et les infections à coronavirus en général. Donc, on le sait, l'ACE2 est utilisé par le SARS-CoV-2 pour entrer et infecter les cellules. Et l'ACE2 est en fait ubiquitaire et se trouve dans de multiples organes, inclus le système nerveux. Dans le système nerveux, on sait que autant les cellules gliales que les neurones peuvent exprimer l'ACE2, et il y a certaines régions dans le cerveau où l'expression de ce récepteur est plus importante, et notamment dans le complexe dorsal vagal, qui comprend l'area postrema, le noyau du tractus solitaire qui reçoit les fibres sensorielles afférentes du nerf vague, et le noyau dorsal moteur du nerf vague. Donc, quelles seraient les portes d'entrée possibles pour le SARS-CoV-2 dans le système nerveux central ? La première porte d'entrée serait la circulation systémique. Certaines études ont mis en évidence une virémie jusque chez 15% des patients hospitalisés. On sait que l'ACE2 est aussi exprimée sur les cellules endothéliales, donc ce serait une voie de passage à travers la barrière hémato-encéphalique. Et puis, certaines données montreraient que le SARS, le coronavirus OC43 et le 229E pourraient être associés aux leucocytes, notamment les lymphocytes et les monocytes. La deuxième porte d'entrée serait au niveau du plateau cribriforme de l'os ethmoïde. Des modèles expérimentaux chez la souris montrent qu'une inoculation intranasale du SARS et du coronavirus OC43 permet une invasion via le bulbe olfactif et avec après une rapide dissémination dans le cerveau et notamment au niveau du thalamus et du complexe dorsal vagal. Des études de transcriptomique ont montré par ailleurs que l'expression d'ACE2 à ce niveau serait faite par les cellules sustentaculaires et les péricytes et pas forcément par les cellules nerveuses. Et enfin, le troisième mode d'entrée dans les systèmes nerveux central serait un transport axonal rétrograde. On sait que les protéines de surface SE et HE du coronavirus OC43 sont essentielles pour la neurovirulence et que l'OC43 peut passer d'un neurone à l'autre par le transport axonal. Donc, une des hypothèses serait aussi une atteinte du système nerveux central par infection du nerf vague sensitif périphérique et une remontée rétrograde. Le neurotropisme chez les coronavirus animaux a été bien étudié. Je vais vous donner 3 exemples. Le coronavirus chez le rat provoque dans la phase aiguë une encéphalomyélite disséminée et dans les phases plus chroniques et persistantes de la maladie, elle peut entraîner des maladies chroniques démyélinisantes qui sont similaires à ce que l'on trouve dans la sclérose en plaques chez les humains, avec notamment une activation des cellules T autoréactives contre la myéline. Chez le porc, le coronavirus du porc a 91% d'homologie génétique avec l'OC43 humain et chez le porc, l'infection se fait par voie rétrograde des nerfs périphériques de divers organes avec remontée au niveau médulaire. Et enfin, dans des modèles expérimentaux d'infection de souris avec des coronavirus aviaires, on retrouve des antigènes viraux dans le tronc cérébral et précisément dans le noyau du tractus solitaire et du nucleus ambiguus. Et enfin, on a quelques données aussi chez les coronavirus humains et leur neurotropisme, notamment avec l'OC43, le 229E et le SARS. Et diverses associations cliniques ont été faites. La majorité sont des case reports ou des séries de cas, au mieux des cas contrôle. Donc les associations cliniques qui ont été faites sont avec la sclérose en plaques, une encéphalomyélite aiguë disséminée, des crises tonico-cloniques généralisées,
des atteintes neuromusculaires tardives, des accidents vasculaires cérébro-ischémiques et certains cas de psychose tardive, mais qui étaient probablement multifactoriels et passablement liés à des hautes doses de stéroïdes reçues durant les soins intensifs. Pour finir, qu'est-ce qu'on trouve en termes de pathologie? Sur une série de plusieurs autopsies faites chez des patients qui sont décédés du SARS, on trouve des particules virales et des gènes viraux dans le cerveau, mais on trouve aussi de l'œdème et de la nécrose neuronale qui sont suggestives aussi d'une atteinte simplement hypoxémique liée à la maladie pulmonaire. Et dans des modèles expérimentaux ou animaux, on trouve des signes de démyélinisation, des encéphalites vacuolantes, des signes d'activation des astrocytes et de la microglie, la présence aussi de virus qui est infectieux. Dans certains modèles, peu d'infiltrats inflammatoires et puis probablement une mort neuronale directement par le virus en lui-même. Voilà, je passe la parole à Matteo Cohen pour les aspects Covid. Bonjour et merci pour l'invitation de vous présenter quelques données par rapport à l'attente neurologique chez les patients Covid. Donc, croyez d'abord qu'il s'agissait que d'une pathologie respiratoire, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'intérêt maintenant en littérature par rapport à l'attente neurologique chez les patients Covid, avec une littérature scientifique qui est en train de produire de plus en plus de papiers, dont le dernier est sorti hier soir. Pour l'instant, on a 18 papiers originaux qui ont été publiés ou qui sont en phase d'être publiés. Parmi eux, il y a 8 études observationnelles rétrospectives et 10 reports de cas. Les signes neurologiques ont été décrits pour la première fois dans ce papier de Mao et collaborateurs dans JAMA de neurologie le 25 février 2020, qui est par ailleurs le premier jour où le premier cas positif a été décrit en Suisse, au Tessin. Donc, ce groupe a décrit chez un certain nombre de patients, donc c'est chez un tiers des patients hospitalisés dans 3 centres hospitaliers à Wuhan, des signes neurologiques assez particuliers, vagues, comme par exemple la présence d'instabilité posturale, maux de tête et des altérations au niveau du goût et de l'odorat. En revanche, les patients qui avaient une attente pulmonaire sévère, c'était ceux qui faisaient aussi des attentes neurologiques plus importantes, donc notamment une pathologie cérébrovasculaire et des altérations de l'état de conscience. Des données similaires ont été retrouvées chez un groupe des collègues de la Franche-Comté, le groupe des Aillés et collaborateurs, qui ont étudié 62 patients Covid hospitalisés ou ambulatoires. Et chez ces patients-là, on avait une grosse pourcentage de patients avec des maux de tête, anosmie et dysgeusie. Pour les patients aux soins intensifs, eux aussi, ils font des attentes neurologiques et souvent des attentes neurologiques sévères. Selon ce papier du New England, aussi un groupe de Français, le 84% des patients aux soins intensifs ont des attentes neurologiques importantes, donc notamment des signes d'encéphalopathie, agitation et confusion, de retard de réveil et parfois même des attentes à niveau du tractus cortico-spinal. Ce papier qui est en train d'être publié sur Lancet par un groupe aussi de Chinois a démontré que le 5,8%, donc environ le 6% des patients avec Covid font des attentes cérébrovasculaires, notamment des AVC ischémiques. Ces attentes-là frappent surtout les personnes de plus de 50 ans avec des attentes respiratoires importantes, avec hypertension et diabète. Un premier papier iranien sorti en début mars avait suggéré comme quoi il y avait une association entre SARS-CoV-2 et le développement de crises épileptiques. Apparemment, ce lien a été démenti par une étude rétrospective multicentrique sortie la semaine passée, où parmi 304 patients avec Covid+, aucun de ces patients avait fait des crises épileptiques. Plusieurs cas de méningite et de méningoencéphalite ont été décrits. Au jour d'aujourd'hui, il y a 5 papiers qui ont décrit ce genre d'attente. 2 sont particulièrement intéressants, selon moi. Celui de Duang, qui est le plus récent, a montré un cas de méningoencéphalite chez une femme qui n'avait aucun symptôme respiratoire. Et le papier de Moriguchi qui a démontré, et c'est le seul cas pour l'instant, la présence d'ARN de SARS-CoV-2 dans le liquide céphalorachidien d'un patient avec méningite. On a parlé, même tout à l'heure, d'une attente respiratoire et à niveau du goût, gustative. C'est effectivement une attente fréquente selon les séries. La fréquence de cette attente
La fréquence de cette attente varie entre le 40% et le 98%. Chez certains chercheurs, la présence d'anosmie sans symptômes d'IVRS serait pathognomique d'une attente infectieuse à SARS-CoV-2. 3 papiers aussi viennent de sortir sur une attente inflammatoire, des polyneuropathies inflammatoires, donc de Guillain-Barré ou des variantes de Guillain-Barré chez ces patients. Nous avons, dans notre expérience, 3 patients avec Guillain-Barré dans un contexte de SARS-CoV-2 aux HUG. Donc, pour conclure, qu'en est de ces attentes neurologiques aux HUG? Et quand je parle des HUG, je parle bien sûr du SMIC, je parle des soins intermédiaires du SMIC, des soins intensifs, des neurologues et de la neuroréhabilitation qui prend en charge activement ces patients. Donc, pour l'instant, on a eu 6 patients avec des attentes centrales, dont 2 assez sérieuses, une encéphalopathie sévère avec une vascularite des moyennes vaisseaux et un patient qui a développé un AVC ischémique dans un contexte de Covid, et 3 attentes périphériques avec des syndromes de Guillain-Barré typiques. Donc, il s'agit d'une attente neurologique complexe qui nécessite de tout notre intérêt. Donc, la multidisciplinarité est essentielle en ce moment-là. J'aimerais aussi, comme message pour la fin, souligner qu'après les outbreaks infectieux, on sait que l'incidence de Guillain-Barré a la tendance à augmenter. Donc, soyons attentifs dans les mois prochains en suivant nos patients qui ont été malades avec du Covid pour voir s'ils ne développent pas par la suite des polyneuropathies inflammatoires. Merci beaucoup.